Salut les audacieux et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer ou développer votre petite entreprise. Et dans cette émission, vous allez tout, mais vraiment tout savoir sur le portage salarial grâce à nos deux experts. Hélène Dieppe, qui est présidente de Prium Portage. Bonjour Hélène. Bonjour. Et à ses côtés, Yves Roussin, qui lui est à la tête de Des Talents. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène, bonjour Yves. Les présentations sont faites. Dans une dizaine de minutes, nous vous proposerons un zoom sur la start-up Vie Mon Job en compagnie de Célina Roquet. Mais retour tout de suite donc au thème qui nous occupe, le thème principal, le portage salarial. Et la première question, Hélène, qu'est-ce donc que le portage salarial ? Alors le portage salarial, c'est un mode d'organisation qui permet aux indépendants de pouvoir effectuer des missions tout en bénéficiant du statut de salarié. Donc concrètement, la société de portage effectue un contrat de prestation avec leurs clients, facture les clients, les salariés le travailleur indépendant et transforme les honoraires en salaire. Alors quels sont les liens entre l'indépendant, l'entrepreneur, le freelance et la société de portage salarial ? Pour compléter, effectivement, c'est un ménage à trois, j'ai l'habitude de dire. Voilà. Donc, entre le consultant et l'entreprise de portage salarial, c'est un contrat de travail qui est régi suivant les règles données par le gouvernement aujourd'hui, la direction du travail en particulier. Voilà. Et entre l'entreprise de portage salarial et le client du consultant, c'est un contrat de prestation de services en portage salarial, voilà, qui est bien spécifique et qui permet de régir l'activité commerciale de la mission du consultant. Donc on va illustrer. Moi, par exemple, je suis indépendant, je suis entrepreneur. J'ai vendu un service ou un produit à une entreprise. Donc ça va être facturé par l'entreprise de portage salarial qui va facturer à mon client et qui va me reverser une partie de ce que j'aurais facturé. Exactement, et qui va aussi vérifier la bonne exécution en quelque part de l'exécution du contrat commercial, pas de la mission elle-même, du travail. C'est pas à nous à le vérifier, c'est le consultant qui le fait, il est autonome. Par contre, nous, au niveau travail de gestion, on doit surveiller que contractuellement tout est fait comme il faut pour que la facturation, on dit, soit normale et conventionnelle. Et pour reprendre donc les liens entre moi, indépendant, et l'entreprise de portage salarial, c'est un contrat de travail classique. De portage salarial. De portage salarial, et pas de salarié, un contrat classique de portage salarial. Et entre l'entreprise de portage salarial et le client, mon client, c'est une relation commerciale. Exactement, des contrats de prestation. Comment on choisit son entreprise de portage salarial ? Alors, au niveau du portage salarial, c'est une activité qui est réglementée. Donc, il y a une ordonnance qui est apparue le 3 avril 2015. Donc, déjà, il faut vérifier que la société de portage salarial respecte bien cette réglementation. Est-ce qu'il y a une liste qui référence toutes les entreprises de portage salarial qui sont justement agréées, qui respectent l'ordonnance ? Oui, alors nous avons un syndicat qui s'appelle le PEPS, qui est le syndicat du portage salarial, où certaines sociétés de portage qui respectent sa réglementation sont adhérentes à la PEPS. Donc, si une personne souhaite passer par une société de portage, ce qu'on leur conseille, c'est de vérifier que cette société fasse partie de la PEPS. D'accord. Et au sein de cette liste de portage salarial, quels sont les arguments, quels sont les atouts à regarder pour choisir une société de portage salarial plus qu'une autre ? Alors, déjà, il faut qu'elle respecte la réglementation. C'est la base. Les minima. La deuxième chose, c'est que les sociétés de portage salarial se déclarent à la préfecture, donc comme c'est une activité réglementée. Et la troisième chose, c'est qu'elle ait aussi une garantie spécifique de salaire. En fait, toute société cotise à l'AGS, qui est la garantie des salaires, et nous avons également une garantie complémentaire qui est imposée par l'ordonnance d'avril 2015. Donc on a vu, Yves, qu'il y a des obligations pour l'entreprise de portage salarial. Moi, je suis indépendant, je veux me faire porter par une société de portage salarial. Porter. Donc, j'ai vérifié que l'entreprise de portage salarial respectait ses obligations. Après, à quoi je dois être vigilant quand j'ai choisi ma société de portage salarial, que je vais signer un contrat avec elle, à quoi je fais attention dans mon contrat ? De la même façon, il faut être pédagogique, comme l'a dit Hélène. Il faut effectivement, une fois de plus, regarder que le contrat de travail respecte les règles du portage salarial. Voilà. Donc là, c'est un peu complexe pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Je dirais donc si c'est complexe, est-ce qu'on se fait accompagner d'un avocat ? Non. D'accord, c'est complexe, mais on peut s'en sortir. Je veux dire c'est complexe parce que les gens ne sont pas familiers avec les réglementations. Et je reviens sur le discours de Hélène, effectivement. Aujourd'hui, les structures qui sont aujourd'hui adhérentes au syndicat ont
respectent les règles aujourd'hui. C'est une garantie. Le syndicat, c'est une garantie. C'est entre autres une garantie. J'ai choisi ma société de portage au sein du syndicat. Après, je fais attention à quoi dans mon contrat? Que ce soit conforme à l'objet de sa mission. Voilà. Et là, donc, on rentre dans l'opérationnel, c'est-à-dire que le consultant a négocié une mission avec une entreprise, avec un niveau de facturation. Et donc, il faut que ce qui doit être transcrit dans le contrat de travail, c'est la rémunération qui lui échoit une fois que la structure de portage salarial a prélevé sa commission qu'on appelle les frais de gestion. Donc, il faut qu'il soit vigilant au contenu spécifique à sa mission qui est transcrite dans le contrat de travail. Et alors, je vais rebondir, puisque vous parlez de rémunération et de frais de gestion. Ça va me coûter combien, ce petit intermédiaire de portage salarial? Donc, les frais de gestion, c'est autour de 10% du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà. Et pour le travailleur indépendant, lui, il récupère environ 50% du chiffre d'affaires en taxe en salaire net. D'accord. Et le reste, ça part en quoi? En charges Le reste, diverses? ce sont les charges salariales. Donc, le salaire net plus les charges salariales, ça donne le salaire brut. Et ensuite, les charges patronales. Est-ce qu'on peut facilement rompre son contrat de portage salarial? J'en ai marre de ma société qui ne me porte pas très bien et je voudrais faire autre chose. Alors, pour la première question, rompre le contrat de portage salarial, oui. Le contrat de travail de portage salarial, oui. Et la normalisation permet cette flexibilité, cette flexi-sécurité qui est dans le portage salarial, effectivement, aujourd'hui. Si c'est un CDD, voilà, il se termine à sa date d'échéance. Si c'est un CDI de portage salarial, le CDI de portage salarial est très important parce qu'il permet d'accompagner les créateurs dans la durée de leur projet et au-delà d'une seule mission. Et de la même façon, il est dit dans l'ordonnance, on revient toujours à ce texte-là qui est très important, c'est qu'un des moyens de terminer le CDI, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune activité avec tous les clients du consultant. Pendant combien de temps? Plus d'activité pendant combien de temps? Il est même écrit dans le document qu'il peut y avoir une période de 3 mois dans laquelle il n'y ait aucune rémunération, c'est possible dans ce CDI-là, et qui permettent pour les uns et les autres de s'observer et de dire « Ok, voilà, on arrête ». Mais dans cette flexi-sécurité extrêmement encadrée du portage salarial, le fait qu'il n'y ait plus d'activité commerciale permet de terminer le contrat de travail, tout en respectant un certain nombre de règles. Ces règles-là seront complètement édictées une fois que la convention collective du portage salarial sera produite. D'ici 24 mois, il faut laisser passer les élections, bien sûr. Le portage salarial va s'occuper de ma facturation, va m'accompagner. Quel est, au-delà de ça, l'intérêt quand je suis entrepreneur, je veux créer mon activité? Quel est l'intérêt pour moi d'aller voir une société de portage salarial plutôt que de créer ma propre entreprise? Alors, le premier intérêt, c'est la sécurité. En portage salarial, nous sommes salariés portés. Donc, du coup, nous bénéficions de la protection du salariat, c'est-à-dire la cotisation chômage, la retraite. Tout ce qui va avec le salarié. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le premier avantage, la sécurité. Deuxième avantage? Le deuxième avantage, c'est aussi l'autonomie, c'est-à-dire que la personne qui vient et qui souhaite faire du portage salarial, c'est une personne qui est indépendante et autonome également. Donc, elle allie la partie sécurité et l'autonomie de se trouver des missions, des prestations. Et je suppose que le troisième avantage, c'est que je peux me concentrer sur mon activité, développer le commerce, me concentrer sur mes missions de consultant et tout ce qui est administratif, paperasse, c'est la société de portage qui s'y colle. De ne pas créer deux sociétés, de ne pas avoir la comptabilité à gérer, les déclarations, etc. Puis, il y a un autre phénomène aussi qui est important, c'est le fait que le créateur ne soit plus seul. Du coup, il se retrouve dans l'écosystème de la structure de portage salarial. Et en fonction de chaque société développe un niveau de service qui lui est propre, qui sont liés au niveau d'accompagnement que la structure veut proposer aux gens qui la rejoignent. Et là, je pense que c'est un des atouts très forts de la structure de portage salarial aujourd'hui par rapport aux créateurs, c'est d'apporter tout un niveau de service auquel elle ne pourrait pas avoir accès en étant toute seule. Voilà. Merci beaucoup de ces précisions, de nous avoir apporté ces brillants éclairages sur le portage salarial. Merci. Je vous propose de rester puisque va nous rejoindre Célina Roquet pour un zoom sur sa start-up Vie Mon Job. Célina, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la difficulté que vous avez rencontrée au moment du lancement de votre start-up ? S'il y a eu une difficulté, parce que des fois, il n'y a pas de difficulté. On a eu pas mal de chance, mais on en a quand même rencontré. La difficulté majeure qu'on a rencontrée au départ, c'est d'avoir beaucoup d'idées et de ne pas savoir par quoi commencer. Plein d'idées, trop d'idées.
Voilà, plein d'idées, trop d'idées, ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier, mais il faut les prioriser. Alors comment on fait quand on a plein d'idées et qu'on ne sait pas par où commencer? Alors déjà, on ne peut pas être expert sur tout. Donc on s'est entouré d'un board d'experts, qu'on a appelé comme ça. Un board? D'experts. Un board? Un tableau? Non, un groupe d'experts Un qui... groupe, voilà. un groupe. Oui, tout le monde ne maîtrise pas le terme technique, tout le monde ne parle pas l'anglais, donc c'est important de vulgariser, même si après, quand vous êtes entrepreneur, c'est du vocabulaire qui va devenir familier, un board d'experts. Voilà, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont experts sur leur sujet, dont nous ne maîtrisons pas justement toutes les données, et qui viennent nous accompagner sur toutes les questions qu'on a à régler. Où est-ce que vous les avez recrutés, vos experts? Parce que je suppose que le choix des experts est fondamental pour régler les problèmes et prioriser ces idées. Alors, il est fondamental et on l'a trouvé autour de nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment bénéficié d'un réseau sur lequel on s'est appuyé et c'est vraiment toute l'importance. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, on étend notre réseau en intégrant le booster So Digital et ça nous permet d'avoir encore d'autres contacts. Et si on illustre, quelle est l'idée que vous avez sortie en priorité? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 idées que vous aviez et celle que vous avez mis de côté et celle sur laquelle vous vous êtes concentré parce qu'elle était fondamentale? Alors, je ne vais pas tout vous raconter quand même. Non, parce qu'on n'a pas le temps, mais... Mais oui, bien sûr, on a commencé par l'offre B2C. Alors, c'est encore un mot anglais. L'offre pour les consommateurs. Exactement. Donc, qui est celle qu'on peut voir sur notre site internet. Et puis, on a priorisé... C'est-à-dire, pardon, je vous coupe, c'est-à-dire qu'au départ, vous n'aviez pas forcément pensé à sortir cette offre tout de suite, mais que vos experts vous ont dit qu'il faut aller vite et c'est ça sur quoi il faut se concentrer. Exactement, exactement. Donc, c'est à la fois du marketing, du juridique, de la communication, de la stratégie commerciale aussi. Et c'est là-dessus qu'on a avancé dans un premier temps. Et comme vous avez plein d'idées encore, quelle est la prochaine étape de développement de votre start-up Vie Mon Job? Donc la prochaine étape, ce sera d'avancer sur la partie B2B, c'est-à-dire business. Donc d'offrir cette possibilité d'immersion pour n'importe qui au RH des entreprises pour envoyer leurs collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la start-up proposait à des individus de vivre la profession d'autres individus au sein d'autres entreprises, pas forcément au même poste. Et aujourd'hui, pour développer le business et augmenter la croissance de la start-up, vous allez vous tourner vers des entreprises et vous proposer ce service. Exactement. Et alors, comment on fait quand on veut passer, parce que c'est une problématique qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire qu'on fait une offre grand public, mais qu'après, on se rend compte qu'il y a un marché auprès des professionnels, des entreprises. Comment on fait pour mettre en place cette offre ? Nous, on a choisi de démarcher les grands groupes dans un premier temps et de faire une preuve de concept à une certaine échelle et puis de développer ensuite à plus grande échelle. C'est facile à démarcher les grands comptes. On est une start-up, on vient de démarrer, on a facilement les rendez-vous, on décroche facilement des contrats. Et si oui, quel est votre petit secret pour le faire ? Alors, oui et non, ce n'est pas si difficile que ça, surtout quand on a les mots-clés qui vont bien et que les RH, en tout cas pour nous, c'est notre cible, les RH des entreprises entendent bien. Donc dès qu'on parle innovation sociale, emploi, c'est vrai que ce sont des mots qui sont assez facilement entendus. Et puis, de plus en plus, les grands groupes cherchent à créer des partenariats avec des startups. Donc ça veut dire que quand on est une petite structure, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, il faut aller voir les grosses entreprises, il y a du business à faire. Et puis derrière, bien connaître l'entreprise et le service qu'on veut leur proposer pour que ça matche. Match qui est anglais, qui colle, pour que ça colle. Merci beaucoup Célina. Merci à vous. De ce précieux éclairage. Merci à vous pour vos conseils. Merci. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission et les conseils, les précieux conseils qui vous auront été donnés, c'est Salon SME TV, la chaîne YouTube du Salon SME. C'est également sur demain.fr, le site internet de la chaîne Demain TV. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Salut les audacieux.